Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HospiLive, le live des hôpitaux Champagne Sud. Avec Guillaume Poujol qui assure la technique, nous sommes heureux de vous accueillir depuis nos bureaux de la communication au centre hospitalier de Troyes. Alors nous sommes aujourd'hui en présence de deux représentantes d'un métier qui ne vous est peut-être pas inconnu, quoique récent, les infirmières en pratique avancée, que vous connaissez peut-être sous le sigle IPA. Pour nous expliquer cette spécialité qui se démocratise largement, notamment dans les hôpitaux, nous recevons aujourd'hui donc Madame Blandine Mess, infirmière en pratique avancée au sein de l'unité d'hospitalisation post-urgence du centre hospitalier de Troyes. Bonjour Madame. Bonjour. Et Madame Magali Cornio-Arbonnier, infirmière en pratique avancée au service de consultation externe du groupement hospitalier Aube-Marne au centre hospitalier de Romilly-sur-Seine. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre métier. Et avant de commencer, n'oubliez pas, vous tous qui nous suivez, que vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat tout au long de ce live. Alors, première question, tout simplement, qu'est-ce qu'une infirmière en pratique avancée ? Eh bien, c'est une infirmière, parce qu'on reste infirmière au fond de nous-mêmes, avec des connaissances et des compétences élargies, notamment dans le domaine de la recherche et de la clinique. On touche aux compétences médicales pour l'examen clinique, l'auscultation, la palpation, la percussion, et aussi dans la surveillance des traitements et les renouvellements d'ordonnances et les adaptations de posologie. C'est tout. Très bien. Et quelles sont les raisons de l'apparition des IPA il y a quelques années, parce que c'est un métier qui est vraiment très récent. Quels sont les bénéfices de l'apparition de ce métier, Madame Mess ? Alors, en fait, les IPA, il faut savoir que c'est très récent en France, mais les premières infirmières qui ont fait de la pratique avancée sont apparues aux États-Unis après-guerre. Ça s'est réparti un petit peu partout dans le monde au fil des années. Et dernièrement, avec la loi de la modernisation en 2016 et le décret en 2018, le métier est apparu en France. Il faut savoir que la modernisation des hôpitaux, la démographie médicale qui était en diminution, les patients chroniques qui étaient en augmentation et le manque de suivi de ces patients a permis justement le développement de cette pratique avancée. D'accord, donc c'est un bienfait autant pour les patients que pour les établissements. Oui, et tout que à pour fait. la montée en compétences des infirmières en elles-mêmes. Oui. Alors pour les patients, c'est vraiment un chaînon qui manquait entre le médecin, le suivi, les professionnels qui peuvent intervenir autour de lui. Pour les médecins, c'est en fait une infirmière avec une plus-value qui va leur donner un autre regard et qui va leur permettre d'alléger un petit peu leur travail et de pouvoir voir d'autres patients qu'ils ne verraient pas en temps normal. Et puis pour les patients, pour les infirmières, c'est une montée en compétences, c'est une évolution du métier. Alors on avait déjà des spécialisations, mais là vraiment on a une évolution de niveau master qui est vraiment intéressante. D'accord. Alors justement, Madame Mess, vous êtes IPA mention pathologie chronique stabilisée à l'UHPU, donc du CHT. Quelles sont vos missions quotidiennes et vos compétences spécifiques ? Alors en fait, je travaille en collaboration avec le docteur Van Rechem au point de départ. Nous avons réalisé un protocole où tout est inscrit dedans. Pour le suivi des patients, il s'agit de patients qui sont stabilisés et en fait, je vais pouvoir réaliser l'examen clinique au fil des jours et puis organiser la sortie, organiser le transfert dans d'autres établissements comme les SMR, les services médicaux et de réadaptation. Et puis je travaille également beaucoup en collaboration avec l'assistante sociale pour organiser, si le retour à domicile est difficile, les soins à domicile, les soins infirmiers qui vont permettre un retour optimal du patient à la maison. On va également accompagner les familles et les patients si on voit que le retour va être trop précaire pour leur donner des solutions d'hébergement. Ça peut être EHPAD, ça peut être foyer logement, enfin il y a plein de solutions. Et puis c'est déjà pas mal comme ça. C'est déjà une grosse responsabilité, effectivement. Madame Cornu-Arbonnier, même question pour vous. Alors vous êtes IPA sur la même mention, pathologie chronique stabilisée, mais vous travaillez aux consultations externes, vous prenez en charge des patients atteints de maladies neurodégénératives, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? C'est ça. Je prends en charge des patients qui ont soit la maladie d'Alzheimer ou les troubles neurocognitifs associés,
ou alors des patients qui ont la maladie de Parkinson ou les syndromes associés. Ce sont des maladies qui évoluent, donc quand je les vois la première fois, c'est toujours en binôme avec mes médecins spécialistes, donc le docteur Haddad qui est gériatre ou le docteur Khatib qui est neurologue. On les reçoit à deux, puis on décide conjointement si oui ou non je vais travailler avec eux, toujours sous protocole d'organisation, hein. Et je mets en place un suivi qui est normalement tous les 3 mois, mais ce sont des patients plutôt fragiles, donc souvent c'est un petit peu plus. Je les reçois aux consultations externes les lundis, mardis ou mercredis, ou alors je vais à domicile. Je fais leur suivi clinique, l'évolution de la maladie, des symptômes, et j'évalue les besoins qu'ils peuvent avoir en soins supplémentaires. Est-ce qu'ils ont besoin de voir une orthophoniste? Je les accompagne. Au début, je leur dis que ce serait bien, on discute pour l'adhésion aux soins, et ensuite je les aide à trouver les professionnels. Ça peut être ça peut être l'accompagnement pour sécuriser le domicile aussi, parce que quand on perd en autonomie, tout seul, des fois, c'est difficile. Je soutiens les familles peu importe qui est l'aidant. J'accompagne dans l'institutionnalisation aussi. Mon credo, c'est je préfère prévenir que guérir, donc essayer de faire les choses avant qu'il y en ait vraiment besoin, que ce soit trop dangereux. Voilà. D'accord. Alors, on voit que vous avez une grande autonomie dans vos missions, et en même temps, comme vous le disiez, vous êtes un peu le lien entre le patient et le médecin. Comment ça s'articule entre vous, le médecin, le patient, et aussi les autres équipes d'infirmiers au quotidien? Alors, toutes les deux, c'est différent, puisqu'elle est en service et moi, je suis aux consultes. Je travaille beaucoup par courrier et téléphone avec mes collègues, que ce soit les services sociaux, les infirmiers, les infirmiers, les médecins traitants. On échange surtout par téléphone et courrier, oui, c'est ça. Et avec les médecins spécialistes, on fait un point les jours où on est ensemble sur où est-ce que ça en est, qu'il y a des besoins supplémentaires, comment on s'organise, et puis quelle est la conduite à tenir pour ce patient qui est plus ou moins complexe. D'accord, d'accord. J'ai pas de lien direct, je suis pas dans une équipe physiquement présente. D'accord. Et au final, alors vous, Madame Mess, peut-être un peu différent, parce que effectivement, vous êtes en service. Comment ça se déroule au quotidien? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je suis dans l'équipe. Ce qui permet d'être disponible pour l'équipe quand ils ont des situations complexes, des soins complexes, des questionnements par rapport à la prise en charge. Ils savent que je suis là, que je peux répondre à leurs questions, que je peux les guider. Après jour, on commence par généralement un staff le matin à 8h30 où on va faire les transmissions qu'on appelle de tout le service. Et puis après, c'est venu naturellement avec le médecin que chacun sache quel patient il va pouvoir suivre dans la journée. Et puis on refait régulièrement des points avec le médecin du service pour adapter les examens, les traitements, revoir ensemble comment on organise la sortie. Et puis également aussi en parallèle, avec l'équipe, on réalise des petites formations. Alors souvent à leur demande sur des points qui leur posent souci. Je vais les organiser tous les 2 mois à peu près, où on va refaire le point sur une pathologie, un traitement, un soin. Voilà, ce qui permet d'être une vraie plus-value dans le service et de pouvoir accompagner l'équipe au mieux. D'accord. Donc une montée en compétences certaine, une montée en responsabilité aussi. Oui. Comment ça se vit? Quelles sont ces responsabilités? Comment on les assume? Comment on les gère? Dans des services où c'est ou comme vous à domicile où il faut savoir exactement où on va et ce qu'on fait. Comment vous le gérez au quotidien? Comment on le gère au quotidien? Je dirais que c'est un apprentissage déjà, parce que ça n'a pas été facile au début d'avoir ces nouvelles responsabilités. Je dirais pas que ça effraie parce que le mot est fort, mais moi j'ai vécu ça comme une super belle aventure. Après, ça n'a pas été facile tous les jours, hein, ce serait mentir de dire l'inverse, mais c'est valorisant. Ça fait plaisir d'avoir réussi et de pouvoir faire ce qu'on souhaite.
En fait, je pense que petit à petit, les responsabilités augmentent en fait petit à petit. Oui, c'est ça. Du coup, nous, on s'adapte. Et puis, c'est les médecins, les familles, les patients qui vraiment nous font leur retour. Et D'accord. c'est ça qui va nous donner confiance en nous et qui va nous permettre d'aller plus loin, tout en ayant bien sûr le médecin à côté s'il y a le moindre souci et si on dépasse nos compétences. Il faut savoir revenir vers le médecin quand c'est hors champ. D'accord. Et à titre personnel, pourquoi avez-vous fait ce choix justement de vous rediriger, enfin de vous diriger, de monter en compétences et de passer en IPA, l'une et l'autre? Alors moi, je suis infirmière depuis 20 ans. Mhm. J'ai fait de nombreux services privés et publics un peu partout. Je travaillais aux urgences depuis 6 ans. Est arrivé le Covid, une période où je pense beaucoup de soignants l'ont vécu difficilement. Et après ce Covid, on a eu beaucoup de patients chroniques qui sont revenus vers les hôpitaux, en fait, qui ont été oubliés Qui ont pendant été cette oubliés période. pendant un an ou deux. Oubliés pas par souhait, hein, Ouais, parce parce que qu'il parce fallait qu'eux aussi traiter se sont mis en retrait. Bien sûr. Et quand ils sont revenus, en fait, l'état de santé était précaire. Et je me suis beaucoup questionnée sur la façon dont on les soignait, sur la façon dont ils étaient soignés à la maison. Est-ce qu'on manquait pas quelque chose? Il y a des patients qui revenaient régulièrement aux urgences, qu'on connaissait, avec des pathologies chroniques. Et en fait, on se rendait compte qu'ils n'étaient pas suivis ou pas correctement. Alors souvent, c'est eux qui se sont mis en retrait chez eux. Et je me suis posé la question de comment je pouvais améliorer ce parcours du patient. Et j'ai commencé à chercher, j'ai vu ce nouveau métier et je me suis dit tiens, ça peut peut-être coller. Donc j'en ai parlé à ma direction et puis j'ai sauté le pas et je regrette en rien du tout. Vous, Madame Cornio, Arbonnier, c'est la même démarche? Pas du tout, parce que moi, pendant le Covid, j'étais déjà en formation. J'étais aide-soignante, moi, en début de carrière, et j'ai voulu devenir infirmière pour avoir une prise en soins globale. Celle que je pensais être prise en soins globale. En fait, à ce moment-là, c'était juste le soin lui-même que je voulais qu'il soit global. Et en devenant infirmière, je me suis aperçue que ma prise en soins globale, c'était le patient, tout le patient, tout ce qui l'entourait, et qu'être infirmière dans un service ne répondait pas à ce souhait. Du coup, j'étais frustrée. J'ai été très longtemps frustrée et je me cherchais. Et en parallèle, je travaillais au court séjour gériatrique, donc les patients que je suis aujourd'hui étaient présents dans ce service et je me suis aperçue qu'il manquait ce maillon, justement, où les familles étaient perdues, ne savaient pas vers qui s'orienter. Et je me suis dit, c'est ça, il faudrait quelque chose qui réponde à ça. Je me suis mise à lire tous les décrets, toutes les formations qui existaient et à chaque fois, c'était seulement une partie qui était prise. Il n'y avait qu'une partie, jusqu'à ce que je tombe sur le métier d'IPA, où là, ça a été l'euphorie totale, où il y avait tous les critères, tout ce que je cherchais était là. Et donc, les 2 années de formation avec le Covid, où effectivement, je suis allée dans les services et j'ai vu que plus que jamais, il y avait besoin de ce maillon. Voilà, je suis IPA et je suis très très fière d'être IPA aujourd'hui. Alors, vous êtes justement deux exemples éclatants du métier d'infirmière en pratique avancée. Aujourd'hui, sur les HCS, combien avons-nous d'IPA? Dans quelle spécialité? Dans quel service? Quelles mentions elles ont suivi? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, on a 18 IPA dans l'Aube. Nous en avons 13 au sein des HCS, quelques-unes en libéral ou en centre privé, EHPAD ou centre cardiologie pour les citer. Et au sein des IPA, il y a 3 infirmières qui sont spécialisées en pathologie mentale à l'EPSMA. Nous avons 3 infirmières mention onco-hématologique au sein de l'hôpital de Troyes. 2 IPA mention pathologie chronique stabilisée au sein du GAM et 3 IPA pathologie chronique stabilisée au sein du CHT, une en pédiatrie, une en gériatrie et moi-même sur les urgences. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut se dire que les IPA, c'est un peu l'avenir dans les services hospitaliers tels qu'ils se développent aujourd'hui? Est-ce que c'est l'avenir?
elles font partie de l'avenir, je Ouais. dirais. Elles en font partie parce que ce que fait Blandine aujourd'hui, ça peut se faire ailleurs. Par exemple, en SMR, comme elle le disait, c'est tout à fait la place d'une IPA. Pas partout, je pense, parce que pas dans tous les services aigus, parce qu'on a quand même la petite notion stabilisée dans notre mention, donc on ne peut pas agir en aigu, mais on a notre place dans beaucoup de services où les durées de séjour sont un peu longues. D'accord. On peut aider, travailler en collaboration avec le médecin et les services sociaux pour le parcours de soins. On a D'accord. toute notre place sur le parcours de soins. T'as autre chose à rajouter ? Non, C'est bon. Très bien. Alors, on vient justement donc de parler des différentes mentions. Vous en avez cité quelques-unes, Madame Metz. Parlons de la formation des IPA. Tout d'abord, quelles sont les infirmières qui peuvent prétendre devenir IPA? Alors toutes. On peut toutes devenir IPA si on le désire. À la sortie de l'école d'infirmière, on peut rentrer en formation et faire nos 2 années. Cependant, il faut 3 ans d'exercice hospitalier pour pouvoir pratiquer en tant qu'IPA. D'accord. Mm. Et au niveau des mentions, quelles sont celles qui existent et quelles sont celles qui sont peut-être les plus demandées ou les plus recherchées? Alors, les mentions qui existent, il y a donc l'oncohémato, Ouais. les pathologies chroniques, la santé mentale, les urgences et la dialyse, néphrologie, D'accord. dialyse. Les plus demandés, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des besoins dans tous les domaines. Je sais qu'en psychiatrie, c'est très très demandé parce que aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de psychiatres. Notre mention pathologie chronique, étant donné qu'elle touche quand même plusieurs spécialités, elle est demandée aussi. La néphrologie, les néphrologues ont été quand même des médecins qui se sont battus pour qu'on existe. Donc, ils en ont besoin aussi. Les urgences, vu que ça ne se désemplit pas, il y en a besoin. Je veux dire, on a notre place partout et je pense qu'il n'y a pas une mention qui a plus besoin que l'autre. D'accord. Mm. D'accord. Et comment se passe cette formation? Est-ce qu'il y a alors déjà, elle dure 2 ans, vous allez un petit peu nous expliquer. Est-ce qu'il y a des stages spécifiques? Quels sont les cours suivis? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la formation en elle-même? Alors, la formation, elle se fait en faculté de médecine, dans les 32 universités qui sont ouvertes pour cette formation. Au sein des HCS, bien sûr, c'est la faculté de Reims qui a la primeur. La première année est commune à toutes les mentions. On va revoir toute la santé publique, toutes les sciences infirmières, toute la pharmacologie, les bases de l'anatomie. Et puis on va finir par le stage avec tout ce qui est pratique, examen clinique. Et là, ça va être, alors pour le CHU, pour la faculté de Reims, c'est un stage de 2 mois en service. On choisit avec notre maître de mention le stage, le lieu de stage où on veut l'effectuer, avec une lettre de motivation par rapport à ce qu'on attend de ce stage. Ensuite, la deuxième année est spécifique à chaque mention. Et là, on va voir tout ce qui est leadership, recherche, avec un mémoire à réaliser à la fin de l'année. Et puis, on va rentrer plus intensément dans la mention en revoyant les pathologies vraiment que l'on a l'autorisation de suivre, tous les traitements, les réadaptations de traitements, les examens complémentaires de ces pathologies. Et puis, on termine par un stage de 6 mois. Alors là, suivant les mentions, c'est un stage soit dans le service de notre choix, soit un parcours de soins, un parcours de stage. Par exemple, urgence, pour le citer, c'est un parcours de stage avec tous les différents endroits où peut travailler un IPA urgence, c'est-à-dire le centre 15, les urgences et le SAMU-SMUR. Et voilà, donc et le deuxième stage de 6 mois permet également de monter son projet et de commencer la collaboration avec les médecins. D'accord. D'accord. Donc tout ça, ça demande une sacrée organisation, une sacrée motivation, dans des domaines où vous êtes déjà très largement sollicité. Les 2 années, elles sont pas un peu épuisantes? Si, si elles sont fatigantes, mais elles valent le coup.
Ouais. Parce qu'elles sont très riches en émotions, en apprentissage, parce qu'on est obligé de se donner tellement à fond qu'on va dépasser nos limites pour y arriver, parce que je pense pas qu'on rentre en formation sans avoir le mordant. Et du coup, c'est difficile, hein, c'est difficile parce que voilà, c'est 2 années. En général, en plus, on n'est pas tout seul, on embarque une famille derrière, donc voilà. Mais c'est passionnant. Enfin, moi, je dis, allez-y. Si vous voulez vraiment être IPA, allez-y. Il ne faut pas que les 2 années soient un frein. Super. Ouais, je pense reprendre ses études après des années d'exercice, c'est pas facile, c'est pas évident. Il faut y réfléchir vraiment avant. Euh, les 2 années, elles sont dures. C'est une déstructuration. Oui, C'est-à-dire que une remise en question. ouais, c'est une perpétuelle. remise en question, c'est beaucoup de doutes. Mais parce qu'en fait, quand on est infirmière depuis un certain nombre d'années, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vaut au travail. Et retourner à l'école, remettre ses compétences de côté, réapprendre de nouvelles compétences, c'est pas évident. Mais une fois qu'on l'a fait, on est tellement heureux. Et puis le retour des patients, c'est ce qui est le plus gratifiant. Super, merci. Bah, ce sera le mot de la fin. On va rester là-dessus. Ouais. Madame Cornu, vous voulez Oui, rajouter quelque je chose? voulais juste te dire que je pense que notre ressenti est légèrement différent parce que moi, j'avais que 3 ans de DE quand je suis rentrée Ouais. à la fac, donc c'était pas si vieux que ça. Mais ça n'empêche que c'était dur quand même. Merci beaucoup, Madame Mess, Madame Cornio-Arbonnier, pour vos explications sur ce beau métier des infirmières en pratique avancée. Merci à vous, derrière vos écrans, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur la chaîne YouTube des HCS. Je vous souhaite une très belle journée, une excellente fête de la musique, un bon début d'été et à bientôt. Merci. C'est vrai que c'est la fête de la musique.